Bring her back online. Can you hear me? Yes. Quelle meilleure manière de débuter une vidéo en voix off qu'en commençant par une belle phrase cliché. Le storytelling, ou accroche narrative, repose sur une dynamique de préparation et de paiement. Ceci étant dit, il s'agit d'un principe que l'on retrouve dans toutes les bonnes histoires. Du conte pour enfants aux publicités avec des éléments évidents afin d'arriver rapidement à un rejet de dopamine, ou parfois un refus catégorique de donner à son audience ce qu'elle attend afin d'exposer un sujet bien plus sombre ou plus profond. Souvent en rapport avec le fait que la vie ne se termine pas toujours en happy ending. Purée, je peux pas m'empêcher de penser à la fin de Magnolia de Paul Thomas Anderson et d'avoir envie de sourire et de pleurer à la fois. Je sais, il est encore trop tôt pour verser dans le tragique. La seule présence de ce principe a beaucoup à voir avec le fait que lorsqu'un récit met des éléments en place, elle crée un horizon d'attente pour son audience. C'est par exemple à l'intérieur de ce principe que se glisse l'idée du fusil de Tchekhov, où si un élément est montré à l'image ou décrit dans le premier acte, alors cet élément doit être utilisé quelque part dans le deuxième ou troisième acte. Un exemple non subtil du fusil de Tchekhov se trouve très facilement dans Signe de M. Night Shyamalan, avec le conseil prémonitoire de la femme du personnage joué par Mel Gibson. Bref. S'il fait partie de la génération YouTube, Netflix et réseaux sociaux, tu sais à quel point nous délaissons gâcher notre temps avec un trop plein de détails qui ne font pas avancer l'intrigue. Nous voulons que tous les éléments importants d'une histoire soient joliment mis en lumière avant d'être intelligemment utilisés dans un final grandiose. C'est seulement lorsque cet horizon d'attente est atteint qu'elle apporte une satisfaction à l'audience en récompensant son attente par des moments mémorables souvent empreints d'émotion. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on propose une histoire qui s'efforce de faire comprendre son thème principal à travers des moments épiques et émotionnels? Cela donne deux camps, ceux qui ont payé un ticket et qui se laissent porter par l'expérience, et ceux qui se retrouvent obsédés par cette question. Si tu fais partie du premier groupe, j'espère que tu as apprécié la balade. Pour ceux qui font partie du second, j'espère que vous avez pris à boire, un cahier de notes et une boîte de Doliprane. Entre construction de la conscience et marketing, on va plonger dans les raisons pour lesquelles les histoires sont aussi efficaces pour construire une réalité. Si tu regardes cette vidéo, tu connais certainement la série Westworld. Cependant, tu ne sais probablement pas pourquoi elle est le parfait exemple pour ce que je vais t'expliquer. La saison 1 de Westworld, à l'instar de Game of Thrones, est une série qui fonctionne principalement sur les histoires. En plus de l'arc narratif d'une saison, on retrouve à l'intérieur une structure portée par un maillage narratif. Les histoires liées au parc, l'histoire des hôtes et les histoires que se racontent les protagonistes à des fins de manipulation. On retrouve dans la série beaucoup de scènes qui se répètent, que ce soit les réveils de Dolores ou l'entrée du train amenant les invités à Sweetwater. Ces répétitions servent un grand nombre d'objectifs. En premier lieu, elles permettent à l'audience de comprendre les règles qui régissent Westworld. Il s'agit d'une astuce narrative qui permet de limiter au maximum les scènes d'exposition et sert en même temps d'introduction au thème principal supposé de la série, le fait qu'il n'y a aucune conséquence réelle aux actions réalisées au sein du parc. Un autre objectif de cette répétitivité est de semer la confusion auprès de l'audience. La manière dont la série est montée brouille les pistes temporelles de sorte qu'on ne sait jamais vraiment dans quelle unité de temps nous nous trouvons, ce qui sous-tend l'idée que la chronologie n'est pas un pilier essentiel de l'arc narratif global. En d'autres termes, le moment où une action est effectuée demeure toujours moins important que la raison pour laquelle cette dernière est réalisée. La narration nous emmène donc d'une timeline à une autre avec pour seule constante une unité thématique. Chaque pas dans une timeline nous offre de nouveaux éléments qui nous serviront à la compréhension de notre timeline. Mais ce qui va nous intéresser, ce n'est pas tant le scénario de la série que l'essence même des protagonistes de ces dernières. Dans les grandes lignes, on retrouve à l'instar des trois types d'histoires narrées, trois entités distinctes. Les hôtes, les invités et le management. Ces trois groupes sont interdépendants car les invités ont besoin des hôtes pour assouvir leurs désirs. Les hôtes ont besoin du management pour les programmer et finalement le management a besoin des invités pour faire tourner leurs projets. C'est cette interdépendance qui permet de créer un sentiment d'équilibre dans cet écosystème simulé. À ce moment, management et invités sont au même niveau de satisfaction. Ils se nourrissent de la même entité tierce qui sont les hôtes. Ces relations définissent une base de réalité mise en place par l'homme pour l'homme au travers d'un univers simulé. Et c'est bien pour définir la nature de cette réalité pour les invités que les hôtes sont intégrés à des boucles narratives au sein du parc. Mais pour connaître la nature de notre réalité, il faut d'abord savoir comment l'appréhender. Ça tombe bien, nous avons créé il y a plusieurs millénaires un outil pour le faire. On appelait ça des histoires. Si l'on est attiré par les histoires, c'est rarement parce qu'elles nous renseignent sur qui nous sommes. Elles nous renseignent plutôt sur notre potentiel, ce que l'on pourrait faire à défaut d'être. C'est pour ça qu'il est proposé aux invités, comme dans un RPG, des quêtes dès leur descente de train. L'invité est poussé à choisir un rôle temporaire, celui d'aventurier, de médecin, d'artiste ou de bandit pour la durée de son aventure. À première vue, Westworld nous offre une proposition flamboyante qui semble être raccord avec cette idée de parc d'attractions réaliste où toutes les excentricités pourraient être expérimentées. On peut regarder Westworld et simplement être emporté par sa narration car sa structure narrative complexe sert l'immersion et l'histoire qui nous est racontée. On pourrait s'arrêter à cette expérience et en être tout à fait satisfait.
Mais on retrouve dans Westworld un concept, un sous-texte qui peut nous échapper si on se laisse un peu trop embarquer par l'aventure. Malgré des indices disséminés sous nos yeux, la déconstruction temporelle de la première saison nous laisse à la merci du retournement de situation finale. C'est précisément ce que symbolise le labyrinthe de la première saison de Westworld. Cet artefact appelle l'audience, tout comme l'homme en noir, à dépasser les propositions superficielles du monde simulé pour en arriver à une compréhension plus méta de l'environnement dans lequel les événements se déroulent. Je pense qu'il s'agit là d'une des forces de la série. Elle se repose sur la fine ligne entre immersion et méta-cinématographie. En d'autres mots, le thème principal de la série est caché en plein jour. La recherche de la vérité est le point central de la série. Une vérité mise en tension par les actions et les paroles des protagonistes, mais aussi par les règles qui régissent le monde dans lequel ils évoluent. Au final, même si Westworld se dévoile sous forme d'histoire, la série sert finalement de prétexte à l'exploration de quelque chose de plus grand et de beaucoup plus important. L'origine de la conscience. Et le catalyseur de la première saison est l'effet de répétition qui rapproche les hôtes de la nature de leur réalité, en les rapprochant d'une conscience humaine. Imagine there are two versions of yourself. One that feels these things and asks these questions, and one that's safe. Which would you rather be? There aren't two versions of me. There's only one. And I think when I discover who I am, I'll be free. Avant de rentrer dans le thème principal de la série, un petit disclaimer et de rigueur. Le concept pilier sur lequel elle se repose est controversé. Ce concept se base sur les travaux du psychologue Julian Jaynes et de son ouvrage « La naissance de la conscience dans l'effondrement de l'esprit bicaméral » paru en 1976. Dans son récit, le psychologue propose l'idée que l'esprit humain, avant d'être conscient, était divisé en deux parties, une qui parlait et l'autre qui écoutait et obéissait. Ce mode de fonctionnement est appelé esprit bicaméral. Un mode qui aurait été celui de l'esprit humain jusqu'à un millénaire avant Jésus-Christ et qu'il décrit ainsi. La volition, l'élaboration, l'initiative s'organisent sans aucune aide de la conscience et sont ensuite transmises à la personne dans la langue qu'elle connaît, parfois accompagnées de l'apparition d'un ami intime, d'une figure d'autorité, d'un dieu ou parfois sous la forme de la seule voix. La personne obéissait à ces voix, entendues dans des hallucinations parce qu'elle ne voyait pas ce qu'elle devait faire toute seule. Dans la série Westworld, Robert Ford, joué par Anthony Hopkins, présente les composantes de la conscience sous forme de pyramide dont la base serait la mémoire, le premier étage l'improvisation, le second étage l'intérêt personnel et le dernier étage, dévoilé bien plus tard, la souffrance. Pour Julian Jaynes, l'outil principal de la pensée est la métaphore, la capacité de l'esprit humain lui permettant de mettre en relation deux choses de manière abstraite. La conscience serait selon l'auteur un produit des histoires, et c'est précisément à ce moment que la narration prend tout son sens. Il s'agit de notre habilité à raconter notre histoire sur nous, à nous-mêmes, afin de nous expliquer les actions que nous effectuons. Dans Westworld, on peut se rendre compte de cette narration dans la manière dont les autres s'expliquent rétrospectivement leurs cauchemars comme des rêves. Mais comment cela s'intègre-t-il dans un processus d'accès à la conscience ? Selon Julian Jaynes, la conscience peut être atteinte uniquement lorsque le système bicaméral s'enraye, ce que l'on peut voir très clairement chez les autres. Julian Jaynes explique que la plupart du temps, nous ne savons pas pourquoi nous faisons les choses. Cependant, nous créons une explication après avoir agi. Pourquoi acheter le dernier iPhone alors que celui en notre possession est presque neuf ? Certainement parce que ce nouvel appareil photo nous rendra plus beau sur nos publications Instagram. Pourquoi est-ce que tu as insulté cette personne dans la rue ? Certainement parce que tu as passé une mauvaise journée. On ne connaît jamais véritablement nos propres pensées, car nous ne pouvons être témoins de leur mise en application. Par contraste, les autres, ou à ce point les intelligences artificielles, savent toujours pourquoi elles agissent, car elles sont programmées. Mais à mesure qu'elles approchent de la conscience, elles multiplient les actions irraisonnées. What prompted that response? I don't know. Ce sont la narration et les métaphores qui nous permettent d'appréhender notre réalité en y déposant une sorte de voile narratif. Selon Ford dans Westworld, la dernière pièce qui permettrait d'accéder à la conscience serait la souffrance. Avec ce dernier élément, il n'est pas difficile de conclure que l'essence de la conscience réside dans la révélation que le monde qui nous entoure est principalement composé de chaos et que les histoires que nous nous racontons pour tenter de leur donner forment notre réalité. Là où l'on voit que l'on pourrait construire une conscience pour l'intelligence artificielle, nous pouvons également voir comment certains agents peuvent contribuer à modifier la nature d'une réalité humaine dans le sens où la conscience existe en tant que concept abstrait, mais elle reste impossible à saisir en tant qu'expérience. We can't define consciousness because consciousness does not exist. Humans fancy that there's something special about the way we perceive the world, and yet we live in loops, as tight and as closed as the hosts do.
seldom questioning our choices, content for the most part to be told what to do next. Et qu'est-ce qui peut le mieux construire ou déconstruire nos croyances au travers d'expériences à l'ère d'Internet? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette exploration.